Heureux de vous retrouver. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine avec Guillaume, décidément c'est une émission placée sous signe des Guillaume Tabar, rédacteur en chef et chroniqueur, éditorialiste au Figaro, et Anne-Charlène Bézina, merci d'être parmi nous, vous êtes professeur de droit public et notamment de droit constitutionnel. Alors, le président de la République qui se répand dans les médias, qui s'invite même, Guillaume, c'est un peu beaucoup, non ? Oui, ça fait beaucoup. Vous allez me dire, c'est pas lui qui a choisi la date du 6 juin pour commémorer le débarquement. Elle s'impose. Vous précisez qu'il va s'exprimer depuis quand, où il accueille les chefs d'État et de gouvernement pour le débarquement. Voilà, du 80e anniversaire du débarquement. Bon, donc qu'il y ait une séquence mémorielle, comme on dit, c'est naturel, c'est même le rôle du chef de l'État. Que ensuite le chef de l'État lui-même et sa majorité espèrent quelques dividendes électoraux de ces images. On verra Joe Biden arriver, le monde entier fait célébrer la paix, la liberté, etc. Bon, la ficelle est grosse, mais après tout, c'est de bonne guerre, si j'ose dire. D'autres l'ont fait avant lui. D'autres l'ont fait avant lui, mais là, il rajoute une couche supplémentaire en s'invitant dans une émission de télévision, en plus dans le 20h de TF1, et de France 2, au cas où l'un des deux ne suffise pas à garantir une audience maximale. Bon, ça fait beaucoup, je pense que ça pose un petit problème politique, mais j'ai presque envie de dire ça pose surtout un problème personnel. Le problème politique, on le voit bien, c'est qu'en fin de campagne, Emmanuel Macron profite de sa fonction pour bénéficier de l'audience maximale et écraser la concurrence en termes de discours politique. Mais je pense aussi à un petit problème personnel, parce que qu'il fasse cela pour aider Valérie Hayé, c'est une chose. Qui est la tête de liste, du camp présidentiel. Hein. Mais élargissons un peu la focale. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, on le voit en permanence, surtout. C'est-à-dire qu'il saisit toutes les occasions pour faire des interviews, pour faire des micro-rendus. Il était cet après-midi à Clairefontaine, visiter l'équipe de France de football. On va dire, il y a une actualité aussi, il y a l'Euro qui se prépare. Oui, tout cela est vrai. Mais là, sur la séquence récente, il a fait plusieurs interviews dans la presse, dans la Tribune, dans Elle, dans l'Express, encore plus à la Sorbonne. Récemment. Bon, j'ai l'impression qu'il y a malgré tout, chez Emmanuel Macron, non pas une difficulté, mais une impossibilité à ne pas parler. Alors, bien sûr, il peut dire qu'il est celui qui a le plus de poids dans son camp. On peut dire qu'en France, on attend beaucoup, voire tout du président de la République, donc c'est normal que celui qui soit en première ligne. Mais je pense qu'à ce point-là, on n'avait jamais vu ça, même du temps de Nicolas Sarkozy, et que ça traduit, quand on parlait de problèmes personnels, je pense, une difficulté pour lui à ne pas parler. Il a un problème psychologique, le président de la République, Guillaume. Écoutez, je ne sais pas si je vais m'aventurer là-dedans. Je pense qu'effectivement, il a un problème qui est un problème plutôt politique. Qu'est-ce que c'est que le macronisme ? Le macronisme, c'est lui. Louis XIV disait « l'État, c'est moi ». Il a inventé quelque chose de nouveau qui lui a permis d'être élu, puis réélu président de la République, de faire élire une majorité sur son nom, alors même qu'il n'y avait même pas de parti en 2017. Et donc, il a du mal à sortir de cette équation-là. Et donc, il y a une échéance politique, ok, j'y vais. Je veux dire, c'est un réflexe conditionné qui répond sans doute à des problématiques d'ego, certains diraient de narcissisme, mais je pense que c'est plus profond que cela. Et son positionnement politique a du mal à exister en dehors de lui. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est la deuxième fois, après Nathalie Loiseau en 2019, qu'il choisit une tête de liste avec Valérie Hayé qui
n'a pas beaucoup de... Qui est inconnu, déjà. Voilà, c'est ça, qui n'est pas une personnalité politique forte. Alors certes, il a demandé à d'autres gens, et on ne se précipitait pas. Mais je pense que ça montre les limites du macronisme. Paradoxalement, cette surexposition essaie de compenser peut-être un manque de contenu. Et du coup, comme aujourd'hui sa personne est rejetée, comme c'est normal, après 7 ans au pouvoir, il y a une forme d'usure, du coup les gens sont tentés par des solutions alternatives, en particulier pour Raphaël Glucksmann, dont on reparlera tout à l'heure. Alors Anne-Charlotte Bézina, on dit qu'il pourrait annoncer, à cette occasion-là, l'envoi de troupes terrestres en Ukraine. Est-ce que ça vous paraît plausible ? J'ai tendance à penser que l'intervention du président de la République est traditionnellement annonciatrice en effet de grandes décisions. Néanmoins, comme je partage largement le point de vue de Guillaume Tabar, je ne suis pas sûre que le président de la République ait besoin de l'envoi de troupes au sol pour prendre la parole. Ouais. Bien au contraire, on a plutôt le sentiment aujourd'hui que l'idée qu'il y ait des échéances électorales proches est quelque chose qui le motive très sincèrement, personnellement, et il n'est plus président de la République dans ces moments-là. Il faut vraiment le dire constitutionnellement et politiquement. L'article 5 de notre Constitution nous dit que le président est un arbitre politique. C'est-à-dire qu'il est censé, pour garantir une neutralité politique, précisément, être au-dessus du jeu. Donc, l'idée qu'on ait aujourd'hui une ARCOM, un ancien CSA, qui décompte son temps de parole comme si c'était un membre, j'ai envie de dire vulgaire, de la majorité, eh bien, ça veut nous dire qu'il ne parle même plus en tant que président de la République. Il parle en tant que représentant d'un mouvement, en tant que représentant d'un courant idéologique, en effet, qu'il a du mal chef de parti, en fait. Chef de parti, complètement. Et peut-être qu'on peut y voir aussi une querelle personnelle, une querelle d'homme, parce que l'idée que Gabriel Attal fasse de très bons scores dans les médias et qu'on ait besoin de lui sur les affiches de campagne, etc., c'est peut-être quelque chose que personnellement, il vit assez mal aussi avec le besoin d'incarner. Donc, troupe au sol, peut-être, en tout cas, on peut espérer que ça ne soit pas le cas, mais à mon avis, vraiment besoin d'incarnation de la part de ce président. Alors, il fait des bons scores, effectivement, dans les médias, mais c'est pas pour ça qu'il augmente la popularité et l'envie d'aller voter pour la liste présidentielle. Et je pense que c'est presque le contre-effet. C'est-à-dire que aussi bien Gabriel Attal que Emmanuel Macron sont, c'est normal, comptables d'un bilan qui est celui de leur majorité en place. Et aujourd'hui, assimiler les listes européennes aux listes nationales, en fait, tout simplement à nos querelles de partis, font que, eh bien, on est comptable de ce bilan à la fin. Donc, si Emmanuel Macron s'engage à corps perdu comme ça dans cette campagne, en fait, il la personnalise à un point qui font que, aujourd'hui, soit l'abstention va gagner, soit c'est le vote contre lui qui risque de gagner. Parce qu'au fond, comme vous le dites, l'idée qu'on intervienne dans cette campagne, c'est populaire, mais ça attise contre lui. Alors, Guillaume, ça trahit aussi une certaine fébrilité, aussi, ça, de vouloir absolument intervenir à ce moment-là, 3 jours avant le scrutin. Bah oui, c'est vrai que quand on voit les sondages, hein, tous instituts confondus, etc., la liste de Valérie Hayé est créditée du score le plus bas qu'un parti au pouvoir n'ait jamais fait, à une seule exception. Le Parti socialiste en 2014. Exactement, François Hollande étant président, et la liste socialiste qui avait fait, si ma mémoire est bonne... 14%. Voilà, 13,98 pour être très précis. Bon. Là, vous voyez, dans les sondages, on est à 15, 16... bon, on est dans cette zone un peu dangereuse. Donc, il y a cette nécessité, mais vous voyez, il y a presque un effet sable mouvant. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, Valérie Hayé est en difficulté. Bon. Et donc, autour d'elle, les dirigeants, la majorité, en clair, le Premier ministre et le Président de la République, s'agitent. Mais on a le sentiment que plus ils s'agitent, plus leur tête de liste s'enfonce, et ils sont pris un peu dans ce cercle vicieux. Alors, Guillaume, oui, allez-y. Ça arrive classiquement chez les politiques qui sont en difficulté. Ils disent toujours, c'est parce qu'on a un problème de communication. C'est pas qu'on n'explique pas bien aux Français notre projet. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller plus à la télévision, et comme ça va s'arranger. Or, évidemment, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en France, comme partout en Europe, les partis dits populistes progressent. Mais il y a une vraie incapacité de la majorité présidentielle à comprendre cela. Et pour eux, c'est plus facile de renvoyer Jordan Bardella aux heures les plus sombres de notre histoire et toutes ces balivernes qui ne convainquent plus personne. Mais je pense que cette surexposition, elle est aussi le signe d'un désarroi politique auquel la majorité ne sait pas comment répondre. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, alors à ce moment-là, Guillaume,
réguler le temps de passage du président de la République à la télévision? Si, ça me paraît très normal. Par exemple, il est quand même ahurissant que Emmanuel Macron ait aussi proposé à Marine Le Pen de débattre avec elle. Comme si, alors qu'il n'est pas candidat aux européennes, contrairement à une Giorgia Meloni, par exemple, qui en Italie est à la fois Premier ministre, chef de sa majorité et tête de liste aux européennes, et puis Marine Le Pen qui n'est pas candidate non plus. En plus, elle, Giorgia Meloni, qui n'a pas eu le droit précisément de débattre, l'Arcom italienne a interdit qu'il y ait un débat entre Giorgia Meloni et le leader du Parti social-démocrate, précisément à cause de cette double casquette de Première ministre, alors que, comme Guillaume le rappelle, elle est en même temps tête de liste. Anne-Charlène, est-ce que ça serait imaginable qu'on puisse prévoir dans la Constitution, eh bien justement, les interventions du président de la République? Alors, pas nécessairement dans la Constitution, qui se réserve pour des choses bien plus capitales, mais au fond, l'idée du décompte des temps de parole, c'est quelque chose de profondément capital pour une démocratie. C'est vrai que j'ai le sentiment qu'on relègue souvent le rôle de l'Arcom ou du CSA à quelque chose de très technique, de très... alors que le décompte des temps de parole, c'est là qu'on fait vivre la démocratie. Il faut savoir que les critères de l'équité dans le décompte, qui sont fondés sur les sondages eux-mêmes, sur la représentativité, sont des choses qui sont très profondément discutées dans l'opinion. Il y a besoin de beaucoup de juristes pour délibérer de tout ça, et c'est quelque chose qui se fait de manière impartiale, très réfléchie dans les couloirs. Mais j'ajoute quelque chose. Au fond, décompter le temps de parole du président de la République, c'est quelque chose qui avait été une décision, d'ailleurs, Hollande et Mathus, à l'époque, qui avait complètement révolutionné le monde du droit, puisque auparavant, on disait que le président de la République ne pouvait pas représenter une couleur politique, parce qu'on avait encore cette empreinte de la Constitution de 58 qui en fait un arbitre. Donc, c'est vous dire comme aujourd'hui, le président de la République change complètement de fonction. Donc, moi, je crois en effet que soit le président de la République reste président de la République, il n'intervient pas dans l'arène, soit en effet, il faut qu'il devienne membre de sa majorité et qu'il accepte d'être décompté comme les autres. Mais au fond, ça fait beaucoup de mal à la campagne. Dans l'histoire, à part Nicolas Sarkozy qui s'était vraiment investi en dernière minute comme ça, et encore une fois pour sauver un petit peu une liste en péril, nos présidents de la République avaient plutôt eu la sagesse d'essayer d'être assez absents, surtout sur les élections européennes, parce que non seulement on nationalise le débat, mais en plus si on le personnalise autour de la fonction du président de la République, j'ai l'impression qu'on lui fait perdre toutes ses lettres de noblesse. Donc revenons au président de la République de l'article 5. Et Guillaume, il fait le contraire de ce qu'il avait dit quand il est arrivé à l'Élysée en 2017, où il avait dit « j'aurai la parole rare ». Oui, bien sûr. C'est effectivement assez inattendu. Je pense que il a besoin de parler parce que, d'abord, comme je le disais, il se rend compte de la fragilité doctrinale de son positionnement. Et puis parce que ça a quand même très bien marché plusieurs fois. Et il a été élu président de la République, je disais, en n'ayant jamais eu le moindre mandat auparavant. C'était sans doute inédit, sauf le général de Gaulle, mais qui avait des états de service qui n'étaient pas comparables. Et donc, je pense qu'il croit toujours en sa bonne étoile. Et il se dit, il faut que je le fasse. Et puis, il y a une autre chose, c'est que n'oubliez pas, le Rassemblement national est très haut et son parti est en difficulté. 2, il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste ? Il lui reste l'Élysée, il lui reste sa stature de chef de l'État, et donc il use, et peut-être qu'il en abuse, mais c'est parce qu'il n'a plus beaucoup d'atouts dans sa poche. Alors justement, il est en train de penser à l'après aussi, l'après-élection européenne. Qu'est-ce qui peut se passer si le résultat est catastrophique pour la majorité présidentielle ? Tout et rien. Quand je dis tout, c'est qu'on voit bien, on est parti actuellement... Tout le monde élabore des scénarios très savants, très compliqués, en disant, voilà, changement de Premier ministre, changement de dissolution, alliance avec LR, recomposition, etc. Bon, quand on essaye d'examiner, j'allais dire rationnellement, toutes ces hypothèses, on voit que aucune n'a vraiment de sens, parce qu'il n'a pas les moyens. Genre, une dissolution, ce serait du suicide politique aujourd'hui. Une alliance avec LR, mais avec qui ? On va en parler tout à l'heure en parlant de LR, mais toujours qu'il y a personne aujourd'hui qui ait le moyen d'emmener la totalité des parlementaires à soutenir. Et j'ajouterais surtout que quand bien même LR comme parti ou comme groupe parlementaire déciderait une alliance avec Emmanuel Macron, que ce parti, qui est déjà pas dans une forme éblouissante, perdrait de facto la moitié, quand je dis la moitié, peut-être les 2 tiers de ses électeurs, qui précisément votent encore LR parce qu'ils ne veulent pas d'Emmanuel Macron. Donc je pense que ce serait du suicide. Changer Gabriel Attal, c'est quand même pas lui qui a démérité premièrement dans cette campagne.
Et puis surtout, vous savez, la réalité est souvent moins... Enfin, nous, on aime bien, parce qu'on est des journalistes politiques, donc on aime bien élaborer des scénarios très savants. La réalité est souvent beaucoup plus prosaïque. Quand une élection est perdue, mais qu'elle n'est même pas en cause la légitimité de celui qui détient le pouvoir, eh ben on fait le gros dos, on attend que ça se passe. Et là, le calcul de l'Élysée, c'est quoi? C'est dire, bon, allez, on embraye, bon, on va passer une mauvaise soirée le 9 juin. Le 10 juin, au matin, la presse sera mauvaise, on dira camouflé pour Macron, il faut absolument tout changer, etc. Et puis après, on va basculer dans l'euro, puis on va basculer dans les JO, on va penser à autre chose, et il sera toujours temps à la rentrée de voir où on en est. D'accord avec ça, Anne-Charlène, c'est... Entre le tout et le rien de Guillaume, je choisis le rien. Comme si... Je pense vraiment que les solutions constitutionnelles qu'on connaît, qui sont la dissolution, le référendum, qui étaient en fait dans l'ADN de ce que devait être la Ve République, ont été utilisées par le général de Gaulle et depuis lors plus vraiment. Hein, en réalité. Donc c'est plus ces outils-là qui vont devenir des sorties de crise. Je pense qu'on peut le voir vraiment comme ça aujourd'hui. Les sorties de crise, elles ont été très incarnées par Emmanuel Macron, à chaque fois avec cette idée de créer du grand débat, de créer de nouvelles choses. Donc j'ai l'impression que même ces artifices-là, le président s'en lasse et les Français aussi. Donc la solution de l'immobilisme me semble être la seule qui reste au président de la République, au vu de sa coutume, au vu de sa manière de pratiquer le pouvoir. Le remaniement, évidemment, qui est quand même toujours... on sait que Gérald Darmanin a dit qu'il aurait fini une séquence après les JO. Alors, est-ce que la rentrée sera peut-être propice à ce genre de choses-là? Mais ce qu'il faut se dire surtout, c'est que les européennes ne sont pas vraiment un échelon vers la présidentielle. Ça fait plusieurs européennes qui sont en fait vraiment gagnées au sens propre par le Rassemblement national et pourtant à la présidentielle c'est pas forcément ça qui les a portés le plus. Donc je crois pas que ce soit en plus une vraie répétition de ce qui va se passer en 2027. Donc à mon avis on mettra les équipes à l'écurie, à l'abri et puis on commencera à réfléchir aux stratégies nationales. Donc ça veut dire que le président de la République d'ici à 2027, finalement il pourra pas faire grand-chose. Non, effectivement, sauf s'il y est contraint, par exemple par une motion de censure, comme on l'en menace, y compris chez les LR, lors de la prochaine loi budgétaire, lors du prochain projet de loi budget. Mais je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron est condamné à l'immobilisme et je pense que ça lui va très bien. Parce que la vérité, c'est qu'il est de plus en plus centriste. Alors, il essaye de temps en temps d'être sur la transgression symbolique, par exemple, avec cette loi totalement déraisonnable, me semble-t-il, sur la fin de vie, telle qu'elle se présente. Mais sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il gère les affaires courantes. Alors, de temps en temps, il donne un petit signe en disant « je suis libéral, je réforme le marché du travail », il va trouver des majorités de rencontres. Et pour le reste, de toute façon, on ne voit pas de grands dessins. Donc, ce n'est pas gênant s'il est un peu handicapé. C'est malheureux que tous les mandats présidentiels se terminent comme ça dans l'immobilisme. Hein. Oui, parce qu'en fait, vous savez, le discours sur le courage des réformes, c'est un discours parfait en campagne électorale. On dit, voilà, nous n'aurons pas la main qui tremble, il faut aller, etc. S'il le faut, nous affronterons l'impopularité, etc. Bon. Et puis, à l'épreuve des faits, hein, même les réformes qui sont au départ jugées nécessaires, lorsque, par exemple, une réforme importante, par définition, elle est impopulaire parce qu'elle met en cause des corporatismes, des habitudes acquises, etc. Donc, il y a bien un moment où il faut que ça branle un peu dans le manche. Bon. Et là, les mêmes qui disent il faut tenir bon dans les réformes disent mais on ne peut pas quand même se mettre à dos l'opinion, on ne peut pas se mettre à dos nos parlementaires, et on finit par renoncer. Mais je pense que paradoxalement, s'il le voulait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Guillaume sur la perspective de l'immobilisme d'Emmanuel Macron et que ça, contrairement à ce qu'on peut croire, que ça colle avec son tempérament. Mais s'il le voulait, je pense qu'il pourrait faire précisément autrement. Pour deux raisons. La première, c'est que, ne pouvant pas se représenter en 2027, lui pourrait dire « je ne cours pas le risque d'être battu le coup d'après ». Donc, s'il voulait, il pourrait avoir le courage de faire des choses difficiles. Et puis, deuxième raison, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de majorité au Parlement, mais qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut faire en dehors du Parlement. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. C'est Gabriel Attal lui-même, lorsqu'il est devenu Premier ministre, qui a dit, bien sûr, on a toujours une majorité relative, mais il y a plein de domaines où on peut agir. Ouais. Et lui avait cité le chantier de l'école. Et Gabriel Attal, nommé ministre de l'Éducation nationale, avait montré qu'il y avait des pans entiers qu'on pouvait faire sans passer par la loi. Que ne le fait-il aujourd'hui? Et on voit bien que, y compris sur l'école, il ne va rien se passer. Alors,
une des questions, c'est de savoir ce que va faire le parti LR, justement, puisque beaucoup de spéculations autour de ce parti, qui est, c'est vrai, très divisé. Certains qui disent, bon, bah, il y a peut-être une possibilité pour Gérard Larcher, le président du Sénat, qu'il devienne Premier ministre. D'autres qui disent qu'il faut passer un accord, effectivement, alors dans ce cadre-là, avec la majorité présidentielle. D'autres, au contraire, qui disent qu'il ne faut surtout pas eh bien, aller se brûler les doigts en s'associant à cette majorité présidentielle. Et puis enfin, la possibilité d'une motion de censure à la rentrée, à l'occasion du vote du budget 2025, motion de censure qui voix qui viendrait s'ajouter à toutes les autres oppositions. Et là, le gouvernement pourrait éventuellement tomber. Alors, Guillaume, est-ce qu'on sait... Je crois qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Non, et ce qui est intéressant dans la liste que vous avez énumérée, qui correspond effectivement à un champ des possibles de ce que peut faire LR, c'est qu'il y a des scénarios qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont compatibles. Je prends un exemple. La censure et l'alliance. Ouais. On dit peut-être une censure du gouvernement sur le budget pour dire voilà, on ne fait pas assez d'économies, on ne fait pas assez de réformes pour redresser nos finances publiques, donc ce gouvernement n'est pas sérieux, il faut le censurer. Bon. Et il y a certains qui disent on le censure, mais pour imposer ensuite au gouvernement, qui n'osera pas dissoudre, de faire une alliance, cette fois-ci sur notre base à nous. Moi, je veux bien, c'est difficile d'être à la fois celui qui censure et celui qui fait alliance. Ouais. Ça paraît compliqué. Ensuite, il y a une question effectivement tactique, si on peut se dire, qui est essentielle, c'est que au moment où nous sommes, et compte tenu de la réalité de l'usure du pouvoir, est-il encore possible de sauver quelque chose du macronisme et voire sauver quelque chose de LR par cette alliance, ou est-ce que désormais tout ce qui aura touché à Emmanuel Macron sera condamné dans une perspective d'alternance? On voit bien qu'à LR, il y a plusieurs théories. Un Jean-François Copé, une Valérie Pécresse dit, un Nicolas Sarkozy dit, contraignons Emmanuel Macron à avoir une vraie politique de droite. D'autres, comme Laurent Wauquiez, qui est pour l'instant très silencieux, mais qui a promis théoriquement de sortir de son silence après les européennes, dit non, tout ce qui touche à Macron, c'est fini, n'en parlons plus. Et au sein de ceux qui veulent une rupture avec Emmanuel Macron, on a le Wauquiez d'un côté, mais on a d'un côté un Xavier Bertrand, dont le seul objectif, c'est de ne pas laisser Laurent Wauquiez mettre la main sur le leadership à droite. Donc il y a tout ça qui se cumule et qui, là encore, pourrait conduire à une autre forme d'immobilisme à droite. Guillaume, quelle est la bonne option ? Je pense que ça n'est sûrement pas un ralliement dans la confusion. Ouais. D'abord parce que les électeurs ne le comprendraient pas. Les députés LR ne le comprendraient pas. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les députés républicains qui ont réussi à sauver leur poste en 2022, ils avaient tous en face d'eux un candidat de la majorité présidentielle. Et ils se sont fait élire en promettant à leurs électeurs d'être dans une vraie opposition. Alors, ils vont se dire qu'à la fois, pour respecter leurs promesses et aussi peut-être pour être réélus, c'est pas forcément une bonne idée d'aller de jeter dans les bras d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est une difficulté qu'on voit pas souvent, mais à mon avis, elle est réelle. Et puis, sur le fond, après tout, si le système est vraiment bloqué, on peut dire nous avons le sens de l'État et donc les Républicains vont montrer qu'ils sont dans une logique constructive. Je pense qu'ils ne peuvent le faire que sur un programme de gouvernement. C'est-à-dire, il faudrait avoir 5 propositions de loi qui sont prêtes d'ailleurs. Par exemple, il y a sur l'immigration un programme LR qui est extrêmement précis, d'ailleurs pas très éloigné de celui du Rassemblement national, en disant voilà, Emmanuel Macron, c'est donnant-donnant. Si vous acceptez notre liste de courses, on veut bien venir. Et je pense qu'Emmanuel Macron ne l'acceptera pas parce que ça supposerait de sortir de cette ambiguïté idéologique dont on a déjà parlé et dans laquelle il est finalement assez épanoui. Oui. Est-ce que LR, ses chances sont compromises pour 2027, Anne-Charlotte Bézina? Alors qu'il n'y aura pas, le président de la République sortant ne pourra pas se représenter et que LR, finalement, participe peu ou prou à cet axe central qui est très très large et dans lequel il pourrait évidemment s'engouffrer. C'est une vraie question d'avoir une sorte de prescience de 2027, parce que c'est là-dessus que toute la stratégie du parti LR va se jouer, en effet. Il y a un boulevard, on l'a dit, pas Emmanuel Macron, mais
peut-être une incarnation de la Macronie. Qui sera-t-elle? Est-ce qu'elle sera plus libérale ou pas? Ça fait beaucoup d'inconnus, mais moi je crois que c'est trop tard de toute façon pour jouer l'alliance, parce qu'on a un Nicolas Sarkozy qui, entre deux tours de la présidentielle, nous dit qu'il faut jouer le parti de gouvernement. Au sein de l'Assemblée nationale, les députés ont signé leur déclaration de groupe, hein, c'est l'acte d'identité en fait du groupe, en tant que parti d'opposition. Oui. Ça signifie quelque chose de l'ADN. C'est-à-dire que les députés LR n'ont absolument eu aucune envie de faire partie d'une forme de contrat de coalition. Alors, certes, ils n'ont pas joué des motions de censure jusqu'à présent, donc on peut considérer qu'ils font partie d'une forme de majorité de projet, mais il y a en tout cas un positionnement identitaire de la part des LR depuis le début de la magistrature, excusez-moi, de la mandature. Je cherche le terme qui ne me revient plus, mais c'est pas grave. Donc, je crois que c'est trop tard pour jouer l'alliance, et je crois en plus que la question de l'identité des LR, c'est celle-ci qui doit structurer l'avenir de cette rentrée pour en arriver jusqu'en 2027. Tant que LR n'arrive pas à porter finalement une vision de droite qui soit différente de celle du Rassemblement national, l'avenir est en quelque sorte dans un mouchoir de poche, parce que c'est le problème de la droite en France. Est-ce qu'on a encore les trois droites de René Raymond? Est-ce qu'on est encore dans une droite orléaniste qui serait un petit peu du côté d'Emmanuel Macron, une droite qui serait plus identitaire du côté du Rassemblement national? Mais est-ce qu'il y a encore une droite pour les Républicains? Ça, c'est vraiment une question qu'il va falloir porter pour les députés qui sont en place, pour le Sénat aussi, parce que le Sénat est aujourd'hui un Sénat majoritaire à droite. Donc, il y a bien des identités parlementaires. Et ces identités-là, on ne les retrouve pas forcément dans les urnes. Et je crois même que les électeurs n'en ont pas forcément conscience. Donc aujourd'hui, je pense que la grande conférence de majorité qu'il faut tenir, c'est au sein de ce parti pour lui trouver un programme et surtout une identité d'action. C'est vrai qu'il y a eu des positionnements clairs sur l'immigration. Je pense que sur la réforme des retraites aussi, on a réussi à les entendre. Mais il est temps, en fait, d'arriver à trouver l'unité dans tout cela. C'est-à-dire que sans programme de gouvernance, on n'aura pas le fameux homme fort qui se proposera pour 2027. Alors que c'est le premier parti de France, si on regarde bien, en termes d'élus locaux, ils ont quand même encore 60 députés, ils ont la majorité au Sénat, ils président le Sénat aussi, et ils ont un nombre de maires, ils ont un nombre de conseillers généraux, maillage territorial qui est vérifié, de conseillers départementaux, maintenant de conseillers régionaux, important. Premier parti de France, par le nombre d'élus locaux, oui. Bon. Mais objectivement, en nombre d'électeurs, non. Je veux dire que ça fait longtemps, longtemps que LR n'est plus le premier parti de France. Mais ce qui pose d'ailleurs une question sur l'avenir de LR, et on va en parler aussi tout à l'heure, l'avenir du PS. En gros, est-ce que ces deux partis ont un sort équivalent à celui que fut le Parti radical? C'est-à-dire que le parti dominant sous la Troisième et même en grande partie encore sous la Quatrième République, qui a subsisté en ne revenant plus rien sur le plan électoral, mais en ayant encore suffisamment d'élus pour à chaque fois décrocher un Marocain dans un gouvernement, d'ailleurs que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche. Les radicaux, il y avait des radicaux de droite, des radicaux de gauche. C'était la garantie d'avoir toujours un siège de ministre. Ils ont pu préserver quelques bastions locaux, mais voilà, ils n'incarnaient plus un courant politique dans le pays. Et là, compte tenu de ce qui est devenu le Rassemblement national, qui transcende la droite, on a déjà eu ce débat souvent, mais le RN n'est plus assimilable simplement à la droite, ça va au-delà, mais il a absorbé en son sein une grande partie de ce qu'on appelle l'électorat de droite. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut repenser une droite, et même une droite de gouvernement, indépendamment d'un Big Bang plus global de la vie politique, qui à mon avis ne peut intervenir qu'au lendemain d'une élection présidentielle. Et avec un retour du clivage gauche-droite peut-être? Oui, absolument, mais ce clivage aujourd'hui, il est complètement brouillé par l'omniprésence du Rassemblement national et par sa force électorale. Je pense que le clivage gauche-droite, à mon avis, il est en train de se réinventer et entre d'un côté une social-démocratie qui a été incarnée par Emmanuel Macron ou qui peut-être demain sera incarnée par Raphaël Glucksmann, on va en parler, et de l'autre côté une droite qui est avant tout une droite identitaire et donc le problème des LR c'est qu'ils sont entre les deux.
Et je crois qu'ils arrivaient à faire vivre, à faire cohabiter en leur sein cette droite de gouvernement, à la fois les bonapartistes et les orléanistes, pour reprendre la vieille... de René Raymond. De la vieille classification de René Raymond. Mais pourquoi est-ce qu'ils arrivaient à tenir bon? Parce qu'ils avaient la perspective d'exercer le pouvoir. Et donc, dans ces cas-là, ils se montraient accommodants. Et donc, on pouvait avoir à la fois, dans le même parti, des sensibilités très différentes. Aujourd'hui, c'est terminé. La force d'attraction du RN est si forte que, à mon avis, la partie, en tout cas chez les électeurs, c'est clair, la partie droite de l'électorat de droite, elle est partie au RN. Je ne vois pas ce qui ferait qu'elle y retourne. Et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a une partie justement des déçus ou des orphelins d'Emmanuel Macron, une fois qu'il aura terminé ou qui sera en fin de mandat, qui reviennent justement au bercail des Républicains? C'est la question qu'on peut se poser de cet extrême centre qu'il a créé. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un échiquier politique qui est vraiment divisé en trois, avec un espèce de centrisme historique, mais qui est à la fois complètement réincarné par Emmanuel Macron, une droite beaucoup plus identitaire, donc plus extrême, qui est incarnée par le Rassemblement national, et une gauche plus à gauche, précisément, avec cette NUPES. C'est le positionnement parlementaire, à l'heure actuelle, de l'Assemblée nationale, pas du tout celui du Sénat, pas forcément celui de l'opinion non plus, parce que les trois fractures sont pas tout à fait aux mêmes endroits, on va dire. Donc, je ne sais pas si 2027 sera le moment d'un retour au bercail d'un LR traditionnel et d'un PS traditionnel. J'ai plutôt le sentiment, en réalité, que ce qu'on a pu appeler les populismes sont aujourd'hui complètement en place, pas forcément uniquement en France, dans toute l'Union européenne, dans toute l'Europe même continentale. On a tendance à aller vers les sirènes de quelque chose de plus simple à concevoir et de plus radical à penser. Notamment parce que ces familles historiques ont un débit qui est absolument colossal, financier, sociologique, historique. Et je pense que le cœur de l'électorat a en fait envie que ça bouge. Et c'est ça le risque du retour aux familles traditionnelles, c'est cette idée de se dire on a déjà essayé et on n'a pas eu les résultats escomptés. Donc si on devait recréer ces identités-là, il faudrait arriver à faire du neuf avec du vieux. Et c'est un petit peu ce qu'avait promis Emmanuel Macron. Et encore une fois, on n'a pas réussi à ce que ça cristallise. Donc, il y a beaucoup de recettes qu'il faudra essayer de retenter avant 2027 et avec plus d'inventivité encore. Alors, il y en a un, justement, qui veut peut-être faire du neuf avec du vieux. Il s'appelle Raphaël Glucksmann. Il est à la tête de la liste, on va dire, social-démocrate pour cette élection, pour ces élections européennes. Il n'appartient pas au Parti socialiste, mais c'est lui qui a la responsabilité de le représenter, de l'incarner. Est-ce que ça peut être, cher Guillaume, l'avenir justement de la gauche, d'une gauche qui est très divisée? Ce week-end, elle ne s'est pas ménagée, toutes ces composantes ne s'est pas ménagée pour vraiment avoir, pour ranimer la guerre des gauches, quoi. Oui, alors, je ne crois pas que l'on puisse projeter le résultat des européennes sur le paysage de la gauche au lendemain des européennes, et a fortiori pour les élections présidentielles. D'abord, données constantes, on a vu des comètes apparaître pendant les élections européennes et s'effondrer, enfin, des baudruches se dégonfler, je ne sais pas comment il faut dire, ou des comètes disparaître. Dernier cas, c'était quand même Yannick Jadot lui-même, qui fait 13,5% des voix aux européennes. On dit, ça y est, maintenant, l'heure est à l'écologie, la gauche ne peut se reconstruire qu'autour de l'écologie. À l'élection présidentielle, il a fait moins de 5%. Donc c'était le même Jadot pourtant. Raphaël Glucksmann, lui, il ne faut pas oublier qu'il a déjà été tête de liste pour le même courant la dernière fois, qu'il avait fait un score qui était assez modeste. Là, on a l'impression qu'il y a un peu un jeu de vase communicant, c'est-à-dire que les Verts sont tirés vers le bas et lui tiré vers le haut, mais le total des deux est finalement assez voisin. Pour toutes les figures socialistes, pour les figures social-démocrates, qui voyaient leur parti s'étioler et en voie de disparition, cette campagne Glucksmann, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas conçu eux-mêmes, c'est-à-dire que Olivier Faure s'est rallié à Raphaël Glucksmann parce qu'il n'avait pas d'autre solution, après essayer de voir s'il pouvait faire des choses au sein de la NUPES, donc ils n'ont qu'une responsabilité dans ce qui se passe actuellement, mais on va voir que dès dimanche soir, ils vont dire, voyez, le socialisme renaît et maintenant, on va construire quelque chose de nouveau. Précisément parce qu'ils vont croire que ce score est annonciateur d'un renouveau,
ils vont tous, quand je dis tous, c'est un François Hollande, un Olivier Faure, peut-être d'autres figures au sein de la gauche, dire bah, maintenant, il nous appartient de reconstruire quelque chose à partir de ce socle, mais Raphaël Glucksmann, il est bien gentil, bon, mais maintenant... Mais pas avec lui. Il va repartir, alors on va dire, autour de lui, ça, mais ils ne vont pas en vouloir comme leader. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu de succès quelque part, chacun veut être celui qui incarne ce succès. Donc je pense... Alors la différence par rapport à il y a 5 ans, c'est qu'il y a 5 ans, Raphaël Glucksmann ne prétendait nullement à jouer un rôle national. Oui. Il voulait jouer un rôle au niveau du Parlement européen. Ça a peut-être changé. Il l'a fait. Là, maintenant, on l'a vu notamment dans le meeting de ce week-end, il dit qu'il se sentira comptable de ce score et qu'il voudra l'accompagner après. Donc voilà, il y aura une bataille, mais je pense que Raphaël Glucksmann sera un des acteurs de cette bataille. Il ne sera pas reconnu spontanément comme étant le leader naturel de cette gauche social-démocrate. Alors, de la gauche social-démocrate, mais il y a toute la gauche, et il y en a un autre qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne laissera sans doute pas faire. Non, et il y aura bien sûr une bataille de personnes. En 2027, on peut penser que Jean-Luc Mélenchon, ayant pris goût, il sera à nouveau candidat. Là. Et ça, à la limite, ça peut se régler parce qu'il y a une forme peut-être de sagesse qui peut apparaître si un leader s'impose. Je pense que les gauches, aujourd'hui, sont trop divisées pour pouvoir se réconcilier. Elles sont fracturées. Regardez la campagne que fait la France Insoumise, qui est une campagne de clientélisme communautaire, en se saisissant de ce sujet de la Palestine pour aller vraiment draguer l'électorat musulman. On est à des années-lumière du projet de société laïque, républicain de la gauche social-démocrate. Regardez ce qu'est devenu l'écologie, totalement décroissante, plus anticapitaliste que jamais. On est quand même là très loin du François Hollande qui réformait le marché du travail. Et aujourd'hui, tout ça, ça se voit. Donc, je n'imagine pas ces gauches-là se réconcilier, surtout que elles sont de force relativement équivalentes, et avec en particulier la social-démocratie qui reprend du poil de la bête. Donc là encore, c'est un peu comme à droite, les perspectives de victoire étant assez limitées, je pense que la division est là pour longtemps. Elle est là pour longtemps, mais néanmoins, on l'a vu d'ailleurs en 2022, Mélenchon a réussi à rassembler tout le monde contre toute attente, avec un discours absolument hallucinant en nous disant qu'il allait être Premier ministre, que bon, c'est quand même assez étonnant, et ça c'est encore possible quand même, non? Parce que quand il y a la victoire au bout pour la plupart des députés afin de se faire réélire, ils auront peut-être intérêt justement à repartir dans ce type de configuration. Les coalitions n'ont pas de très belle durée de vie ou une popularité ou une consistance vraiment réelle sous la Ve République. C'est vraiment un mariage qui se fait assez mal dans notre Assemblée nationale. Regardez cette NUPES qui était on va dire une alliance électorale qui a ensuite essayé de survivre en une alliance parlementaire sans en avoir véritablement l'ADN, puisque chaque groupe a bien voulu garder ses prérogatives, qui a aujourd'hui complètement explosé au vol. On n'est plus capable de savoir quel est un des projets communs de ces gauches que vous décriviez tout à l'heure, Guillaume. Donc, je ne suis pas sûre qu'une nouvelle coalition, à l'aube d'une nouvelle élection, avec toute la séduction qu'elle apporterait on va dire au personnel politique sortant, séduise à nouveau les électeurs. Parce que, au fond, on voit bien que ce sont des alliances de façade et que les projets politiques, les ADN, sont finalement complètement différents. Donc, au contraire, à mon avis, on en parlait pour les LR, l'heure est à l'incarnation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à trouver qui est qui. Et peut-être que la présidentielle pourrait être... On a quand même toujours eu des présidentielles à 18 candidats, 16 candidats. On est en France vraiment des recordman de ces multi-incarnations de plein de courants politiques, et je crois que c'est heureux. Peut-être que notre présidentielle sera celle-ci, c'est-à-dire qu'on n'essaiera plus le contrat de gouvernement qu'a essayé François Mitterrand avec une gauche réunie, peut-être aussi sur des arguments qui étaient plus forts que ceux que nous avons eus avec la NUPES de 2022, mais une gauche plus identitaire finalement. Est-ce que cette social-démocratie dont Raphaël Glucksmann se fait aujourd'hui le chantre a
de quoi se recréer sur les ruines du macronisme. C'est un peu la question inverse qu'on posait avec les LR. C'est-à-dire, est-ce qu'on va recréer des écuries anciennes en reprenant justement, pour le coup, vraiment le discours ancien, c'est-à-dire se dire, nous revenons à l'identité qui était la nôtre avant ce bouleversement qui est celui de En Marche en 2017. C'est un pari. Guillaume ? J'aurais presque envie de dire l'inverse. Alors, à titre d'hypothèse, pourquoi ? C'est-à-dire, en gros, sur des chances de voir se mettre en place des coalitions, y compris dans le cadre de l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que, a priori, ce que l'on devine, ce que l'on sait, ce que l'on sent, c'est qu'au second tour de la présidentielle prochaine, il y a déjà une place qui est réservée. Bon. Il peut y avoir un petit doute, est-ce que c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella en fonction du procès pour les assistants parlementaires auquel Marine Le Pen va devoir se soumettre à l'automne, mais en tout cas, il y a une place pour le RN au second tour. Donc ça veut dire, mécaniquement, qu'il ne reste plus qu'une place au second tour, et que les aspirants sont nombreux, et que ce qui est sûr, c'est que si chacun ne prétend porter, incarner ou défendre que sa ligne à lui, c'est-à-dire que les mélenchonistes tout seuls, que les sociodémocrates tout seuls, que les macronistes pur jus tout seuls, que la droite toute seule, etc., personne n'y arrivera, ou y arrivera vraiment en état trop faible. Donc peut-être que tout ça va contraindre tout le monde et vu que personne, on ne sent pas aujourd'hui, le leader naturel capable de fédérer autour de lui plus large que son camp. Donc peut-être faudra-t-il que, espace politique par espace politique, les partis assument de conclure des alliances préalables en disant bien clairement aux yeux des Français que, en gros, si c'est Mélenchon, ce ne sera pas Mélenchon tout seul, mais Mélenchon allié à d'autres, ou à droite, s'il y a un Édouard Philippe qui veut donner des gages qui gouvernera qu'une partie de la droite, peut-être qu'il faudra qu'il mette en scène aussi cette forme d'alliance. Donc ça sera un paysage nouveau, comme le dirait François Bayrou. Je fais une petite contre-proposition à la contre-proposition. Voilà. Je me demande jusqu'à quel point ce parti pris, qui serait finalement un parti, on va dire, de cordon sanitaire, c'est-à-dire faisons tout sauf le RN, essayons de combattre en tout cas la seule place que vous estimez réservée pour le duel, soit encore vraiment audible dans notre électorat. C'est-à-dire que cette idée de se dire tout sauf quelque chose, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à incarner aujourd'hui dans notre opinion. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ça favorise au contraire encore le candidat en place. Donc cette idée qu'on dissolve les identités pour essayer de créer des coalitions pour arriver à battre le RN est quelque chose qui, à mon avis, me paraît alors peut-être une dernière chance de deuxième tour, pourquoi pas, avec des alliances un peu contre nature, mais qu'on y arrive dès le premier avec des alliances qui soient un petit peu contre, j'y crois assez peu. Mais à voir, encore une fois. Oui, je ne crois pas du tout contre le RN, précisément. Je pense alors en quoi ressembleraient ces alliances ? Ce ne serait pas juste dire on veut battre le RN, c'est-à-dire que tout contre le RN, ça veut dire que de Mélenchon à LR... Oui. Bon, alors là, je pense que c'est au contraire que chaque camp est contraint de se réorganiser pour faire une offre politique capable d'exister dans le débat. C'est-à-dire LR avec la majorité présidentielle, la gauche radicale avec les écologistes... Oui, sachant que les compteurs seront mis à zéro. Je pense que la question ne sera pas est-ce que les macronistes s'allient avec LR, la question c'est quelle personnalité... Est-ce que c'est Édouard Philippe ? Est-ce que c'est Laurent Wauquiez ? Est-ce que c'est Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ? Je ne sais pas. Mais quelle personnalité est capable d'incarner une nouvelle synthèse ? Mais on en est pas plus global. Alors. Guillaume ? Oui, je pense que quelle personnalité et quelle dynamique. Oui. Parce que, effectivement, une élection présidentielle, c'est toujours une cavalcade. Il faut réussir à faire rêver les Français en disant avec moi tout va changer. Et même François Hollande y était parvenu, donc c'est la preuve que c'est un challenge, mais il est atteignable. Mais là, on ne voit pas aujourd'hui quel pourrait être ce ressort. C'est le grand atout du Rassemblement national, c'est qu'il n'a jamais été au pouvoir et que alors Emmanuel Macron a de façon géniale, et je dis ça sans ironie, avait réinventé ce qu'Alain Minc appelle le cercle de la raison, c'est-à-dire ce centrisme de gouvernement. Il lui avait donné, grâce à sa personnalité, une dynamique et une énergie inédite qui avait séduit les Français. Là, il va falloir trouver quelqu'un pour faire ça. Effectivement, aujourd'hui, on ne voit ni la personne, ni le programme qui pourra organiser ça. Sauf à l'extrême gauche, parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon non plus n'a jamais gouverné. Et là, pour le coup, on pourrait imaginer un scénario qui fait faire des nuits blanches, fait passer les nuits blanches à beaucoup de gens, qui serait un second tour Mélenchon-Le Pen.
Alors, il n'a jamais gouverné, il a quand même été ministre de Lionel Jospin. Hein, oui, c'est vrai. souligner. Oui, mais à l'époque, il était socialiste. Oui, voilà. À l'époque, il était On raisonnable. va dire ça comme ça. Alors, on va passer à nos coups de griffe et nos coups de cœur. Guillaume, alors, le coup de griffe. On commence par là. Écoutez, mon coup de griffe, c'est le happening de Gabriel Attal ce matin, qui est intervenu dans une table ronde organisée à Radio France entre les candidats tête de liste. Et ce que Valérie Hayet était en train d'être interrogée par les journalistes de Radio France sur son programme, et que Gabriel Attal, qui était juste avant invité de France Info, dit tiens, il paraît qu'elle est dans les parages, je veux descendre voir, etc. Alors ça se voulait quelque chose de plutôt bon enfant. Tiens, allez, je viens faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Je pense que ça s'est retourné contre lui, et plus globalement pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà que la malheureuse Valérie Hayet a du mal à exercer cette campagne, et là, ça renforce le sentiment de dire qu'on a besoin de venir en renfort parce qu'elle n'y arrive pas, toute seule. Il faut qu'on prenne sa place. Donc le syndrome du président de la République l'a un peu atteint là aussi. Hein. Voilà, non, mais c'est le côté ma pauvre, on vient de donner un coup de main. Bon, c'est pas ni très respectueux pour elle, ni très glorieux pour la campagne. Et accessoirement, dans cette petite polémique qui tourne depuis ce matin, il y a un aspect qui, à mon avis, est minoré, c'est que quand même, on est à Radio France, service public, on a un Premier ministre qui arrive d'une autre émission, et à qui on donne le micro. Imaginons un seul instant qu'on aurait eu Jordan Bardella sur le plateau et que Marine Le Pen aurait pointé son nez. Est-ce que les journalistes animateurs de ce plateau auraient dit Marine Le Pen, vous êtes là, prenez la parole, vous avez quelque chose à dire. Voilà, je pense que, surtout au moment où le service public est un peu mis en cause pour une absence de neutralité ou d'équilibre ou de pluralisme, etc., cette manière de dire tiens, le Premier ministre est chez lui. Il descend 3 étages et puis il prend la parole. Je trouve ça un peu gênant en termes de pluralisme démocratique. Sûr. Le coup de cœur. Et le coup de cœur, alors j'anticipe un peu sur ce que va dire notre ami Guillaume, mais il va le dire de façon différente. Voilà, c'est le rapport présenté par Éric Woerth cette semaine sur un peu la refonte de la décentralisation. Alors, il y a un aspect particulier que je ne dévoile pas, sur lequel reviendra Guillaume, mais sur la démarche même de ce rapport, ce que je trouve que là on est beaucoup. Qui a fait très peu de bruit. Qui a fait peu de bruit. Alors le Figaro en a parlé, heureusement, mais on parle beaucoup de petites phrases, de postures politiques. Et là, on a vu quand même quelqu'un, un ancien ministre, qui a vraiment travaillé sur le fond, qui a mené des auditions très nombreuses et qui a essayé de mettre le nez dans le capot pour comprendre comment fonctionnait le territoire. Et souvent en meeting, on dit le millefeuille territorial, c'est insupportable, il faut supprimer un échelon, etc. Bon, tout le monde dit oui. C'est pas son cas. Il ne le dit pas. Il ne le dit pas pour une raison simple, c'est que en général, ce genre de grande proclamation, ça reste lettre morte, qu'on ne supprime évidemment rien. C'est plutôt le contraire. Et lui a dit, on ne va pas faire des grands débats, on va essayer de voir concrètement comment améliorer le fonctionnement de l'action publique. Il a fait 51 propositions qui sont assez fines, assez détaillées, qui ne sont pas grand public, qui sont très techniques. Mais je pense que parfois, on gagne à avoir le souci de la précision plutôt que celui des grandes envolées lyriques. Très bien. Guillaume, alors le coup de griffe. Alors mon coup de griffe, c'est contre 2 jeunes femmes qui ont interrompu brièvement d'ailleurs le discours de Jordan Bardella hier dans un meeting organisé par le Rassemblement national. C'était 2 femmes, Palais des Sports. À Paris, 2 femmes, vous savez, ces jeunes femmes peu vêtues qui communiquent de façon assez originale. Sauf que c'est de moins en moins original. C'est-à-dire que, en fait, c'est passé quasiment inaperçu parce qu'elles se sont levées, les 2 malheureuses. Le service d'ordre est arrivé, leur a dit bon, allez, mesdames, maintenant vous arrivez par là. Et en fait, il y avait une espèce de lassitude par rapport à ça. Et je trouve que cette communication qui se veut transgressive, cette action politique, ces coups de poing, comme par exemple des activistes qui viennent peinturlurer des tableaux, heureusement jusqu'à présent recouverts d'une vitre, donc sans les abîmer. Au départ, ça pouvait frapper l'opinion. Aujourd'hui, ce qui était une transgression est devenu assez banal et assez lassant. Le coup de cœur, alors le coup de cœur, c'est une des parties du rapport Woerth. Décidément, on lui donne du relief. Là. Exactement, que Guillaume Tabar a bien voulu ne pas dévoiler, qui est le retour au cumul des mandats.
le peuple français, par principe, quand on est démocrate, a raison, sauf que là, il a tort, et ça fait des années qu'il a tort. Vous savez qu'il y a peu de choses plus impopulaires que le cumul des mandats. Oui. Les citoyens n'en veulent pas, qu'ils soient de gauche ou de droite. Or, c'est absolument nécessaire. Un député doit aussi avoir un mandat local pour ne pas être simplement le représentant d'une famille politique qu'il a parfois parachuté, surtout quand le parti est nouveau, comme c'est le cas de Renaissance. Et donc, Éric Woerth, même malheureusement, je crois que ce ne sera pas suivi d'effet, mais au moins a dit, ben oui, le cumul des mandats, c'est utile et c'est nécessaire. J'espère que cette proposition fera un peu évoluer les esprits. Et il y a énormément d'élus qui pensent comme lui maintenant. Hein. Oui, absolument. D'ailleurs, il faut reconnaître ce courage à Édouard Philippe, qui avait porté ce projet avec ses amis députés de Horizon. Exactement. Anne-Charlène, alors c'est à vous, votre coup de griffe. Mon coup de griffe, c'est Emmanuel Macron et son intervention de jeudi soir. Alors on en a déjà largement parlé, mais je le redis en termes finalement de la juriste que je suis. J'estime qu'en effet l'intervention d'un président de la République à quelques jours d'une échéance électorale est quelque chose de dangereux pour notre démocratie, pour la pluralité des voix. Et j'estime en effet qu'il y a quand même un problème d'équilibre des temps de parole qui doit se poser à l'Arcom. Alors on voit le visage d'Éric Ciotti qui s'affiche au moment où je parle, puisque en effet tous les partis d'opposition vont saisir cette instance et que, à mon avis, une régulation nouvelle de ces temps de parole mérite d'être revue et qu'il y a une vraie question démocratique là-dessus. Oui. J'ouvre un nouveau débat, c'est promis, en 20 secondes, on y reviendra. Moi, je pense qu'il faut supprimer la réglementation des temps de parole. C'est devenu trop complexe et c'était dans le monde d'avant quand il y avait l'ORTF. Mais comme on n'est pas d'accord là-dessus, j'espère qu'Yves nous réinvitera pour qu'on en parle. Ça sera le cas. Alors, le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est un double anniversaire, le 3 juin 1944, avec le gouvernement provisoire de la République française, du général de Gaulle, et aussi la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 qui a finalement créé la Ve République grâce à ce même général de Gaulle. Donc, on a eu de très beaux 3 juin, dont je trouvais que c'était l'occasion de parler aujourd'hui, et autour de ce symbole de l'unité nationale qui nous manque tant, finalement, aujourd'hui dans cette élection européenne et dans l'avenir qu'on a essayé de présager ensemble de 2027, mais il est temps qu'on redevienne ce très joli peuple français. Eh bien, une fois n'est pas coutume, mais en ce printemps, c'est un lundi ensoleillé, 3 juin. Donc, merci à vous trois. Merci de vos contributions, de vos analyses, de vos décryptages. Merci à vous autres.